travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin en direct du salon Préventica qui se déroule actuellement au Parc des Expositions de Toulouse. Radio Présence, aux côtés de la Caisse Retraite Santé au Travail Midi-Pyrénées, vous propose une nouvelle édition de son émission Le travail, c'est la santé. Un sujet d'actualité sur la prévention des risques professionnels que l'on pourra résumer par mieux vaut prévenir que guérir. Avec nos spécialistes de la CARSAT présents sur ce plateau, nous allons durant 1 heure, ensemble, essayer de mieux comprendre le rôle de cette prévention et ses conséquences sur la vie des salariés et des entreprises. Retour en direct donc sur ce plateau Radio Présence et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi des invités. Je vais commencer par Denis Garin, bonjour. Bonjour Laurent Garnier, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes responsable du service prévention à la CARSAT et vous nous parlerez dans quelques instants de votre action. Tout à fait. Voilà. Alors, à votre côté, Pascal Pouponneau, ingénieur et contrôleur de sécurité. Je ne me suis pas trompé, Pascal ? Alors, en fait, je suis contrôleur de sécurité. Bonjour Laurent. Voilà. Et il a un métier, on va en parler, qui s'appelle préventeur, un truc comme ça. On va en discuter ensemble. Didier Manresa, je vais y arriver Didier, qui lui est inspecteur tarification et cadre adjoint du service tarification des AT et MP. Vous m'expliquerez ? Tout à fait. Je donnerai quelques explications sur ces fonctions. Alors avec nous aussi des chefs d'entreprise, nous aurons la présence de Stéphane Beauchemin, responsable de l'agence Décibel, et Yves Ginet, qui est actuellement déjà installé, chef de produit, la société Le Borgne. Tout à fait. Bonjour Laurent. Vous allez nous parler de votre métier, de ce travail en relation directe avec les gens de la CARSAT. Avec plaisir. Voilà. Alors avant d'aller un peu plus loin, on va commencer maintenant par expliquer ce que l'on fait ici. Denis, quel est ce salon Préventica ? Quelques mots sur ce salon d'abord. Entendu. Donc Préventica, c'est un salon congrès qui est dédié à la santé au travail, avec une nouveauté cette année, un volet sécurité globale des entreprises. Donc une petite variante. Donc qu'est-ce que l'on trouve sur cette manifestation ? Beaucoup d'exposants, 380 exposants sur les domaines de la santé, sécurité au travail et donc de la sécurité des biens depuis cette édition. Cette manifestation est également l'occasion de 120 conférences sur des sujets variés autour de la santé au travail, sur les risques troubles musculo-squelettiques, le risque chimique, les CMR. On trouve également des conférences sur la prévention dans les très petites entreprises, une conférence sur la tarification. Enfin, on a beaucoup de conférences. On peut encore y aller là, c'est possible pour toutes les personnes, chefs d'entreprise qui veulent aller voir. Alors le salon a commencé hier, donc effectivement il y a des conférences qui sont déjà passées, mais il est tout à fait possible de se rendre à une conférence aujourd'hui. Et je voulais préciser que sur ces 120 conférences, il y en a 15 qui sont animées par le réseau de l'assurance maladie risque professionnel, les CARSAT et l'INRS. Et alors, combien d'exposants, Denis, sur un salon donc, comme ça ? À peu près 380 exposants. D'accord. Donc des professionnels. Qui sont des professionnels de la santé-sécurité. Et depuis cette édition, on a également des professionnels de la sécurité des biens. Et vous allez retrouver également des institutionnels, notamment la police, la gendarmerie, pour l'édition de cette année. Bien sûr, l'assurance maladie risque professionnel, la directe. Voilà, donc vous avez beaucoup d'exposants, des institutionnels et des entreprises professionnelles. Alors, beaucoup de visiteurs attendus ? Alors, on attend environ 9000 visiteurs cette année sur les 3 jours. Alors, on va justement, nous on est allé avec nos petits micros, faire un micro-trottoir comme on dit, et on est allé à la rencontre des exposants pour connaître leur motivation sur ce salon Préventica, et c'est au micro de Noémie Lapanouse pour Radio Présence. Pourquoi être présent sur ce salon aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, ça représente de la notoriété principalement, parce que je suis quand même connu dans beaucoup de sociétés et aujourd'hui, je viens sur le salon pour découvrir d'autres entreprises, d'autres métiers. L'aéronautique, où je suis présent chez Airbus et chez Dassault, mais des petites entreprises qui gravitent autour de ces compagnies ont peut-être besoin de mes services, surtout dans les démarches ATEX. Et quels sont le genre d'entreprises que vous démarchez ou qui vous démarchent, vous, pour avoir recours à vos services ? J'ai plus la demande des entreprises qui viennent vers moi que moi d'aller vers les entreprises, parce que le bouche à oreille est important, que mes tarifs sont intéressants et
je me démarque aussi par une démarche différente qui analyse le risque, qui recherche à maîtriser le risque et ensuite de catégoriser le risque une fois qu'on l'a presque éliminé. Donc le but, c'est de l'éliminer ou de le diminuer fortement. Je ne vends rien, je n'installe rien, je ne fais que de produire un rapport et j'accompagne l'entreprise à réaliser ces modifications avec des entreprises compétentes et qualifiées pour le faire. Mais ça passe déjà par un cahier des charges. Et ce cahier des charges-là, il maîtrise tout, donc le zonage, donc le risque potentiel et ensuite l'élimination du risque, l'élimination de la zone à risque pour que l'ensemble de cette zone ne soit plus explosive. Pourquoi être sur ce salon aujourd'hui ? J'ai été invitée par une de mes amies qui est IPRP, et prévention des risques en entreprise, et qui m'a proposé de partager ce stand car je travaille sur les RPS, prévention des risques psychosociaux en entreprise. Donc les risques psychosociaux, ça va recouvrer à peu près tous les risques, le stress, les problèmes de harcèlement, de violence interne et externe dans l'entreprise et qui représentent des risques majeurs en ce qui concerne le facteur humain et le bon déroulement du travail. Est-ce qu'il y a des difficultés justement à mettre en place cela dans les entreprises ? Je pense qu'effectivement il y a des difficultés car au regard de ce que l'on voit, ce qu'on entend, il y a beaucoup effectivement de problèmes de stress, de mal-être en entreprise, mais les dirigeants dans l'ensemble ont encore quelques réticences à mettre en place des actions qui doivent être faites en concertation avec les salariés et le CHSCT. Et il faut prendre le temps de rencontrer des consultants, de faire des audits et de mettre en place des actions. Voilà, eh bien, un petit tour de ces stands. On a pris quelques exemples, un petit peu plus long pour certains. Denis, on va maintenant rentrer un peu plus dans votre métier. On va rappeler quand même que la Caisse Retraite Santé au Travail de Midi-Pyrénées, c'est un organisme de droit privé chargé de 3 grandes missions qui sont de service public au profit des salariés d'entreprise et qui relèvent du régime général de la sécurité sociale. Je ne me suis pas trompé ? Tout à fait. Voilà, alors 3 grands thèmes, assurance retraite, préparer et payer les retraites, assurance maladie, aider et accompagner les assurés en difficulté. Et 3e point, assurance maladie, risque professionnel, prévenir et tarifer les risques professionnels. C'est le sujet. C'est tout à fait ça. Voilà. Alors, un petit peu plus d'informations là-dessus. Assurance maladie, risque professionnel. Denis, parlez-nous un peu de ce sujet. Voilà, donc c'est une assurance qui gère 3 risques, le risque accident du travail, le risque accident de trajet et le risque maladie professionnelle. Cette assurance, elle se caractérise par 3 points, assez facile, 3 et 3. Donc assureur unique et historique du risque professionnel pour les entreprises qui relèvent du régime général. Et en fait, cette assurance, elle remonte à un peu plus d'un siècle, puisqu'elle remonte à la loi du 9 avril 1898. Et cette assurance est gouvernée par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux sont présents dans nos conseils d'administration, dans les comités techniques, donc ils ont une grande importance dans notre activité. Cette assurance, c'est également 3 métiers. La réparation, qui n'est pas gérée par les CARSAT, la tarification et la prévention qui sont elles gérées par les CARSAT. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus de la prévention et je laisserai Didier Moreza tout à l'heure. On a effectivement autour de nous 2 personnes qui vont parler de ces 2 métiers complémentaires. On fait une présentation générale de cette opération. Voilà, alors la prévention, donc nous avons à la CARSAT Midi-Pyrénées, donc comme dans toutes les CARSAT, un service prévention donc qui contribue à développer et coordonner la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises. L'activité de ce service, elle s'inscrit dans une politique de prévention des risques professionnels qui est définie par les partenaires sociaux, on en a déjà un petit peu parlé, donc définie au plan national et au plan régional. Et cette politique, elle est contractualisée, on a des objectifs contractualisés, donc au travers de ce qu'on appelle la convention d'objectifs et de gestion, donc là entre l'État et la Caisse nationale, et le contrat pluriannuel de gestion entre la Caisse nationale et la Caisse régionale. Voilà, donc vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes un peu aux ordres d'une loi qui est donnée et vous êtes là pour la faire appliquer, si je comprends bien.
Ou on pourrait le dire, c'est un peu ça, mais je le dirais un peu autrement. On a des objectifs contractualisés qu'on doit tenir. On a des programmes prioritaires et notre activité est très concentrée sur ces programmes. On fait autre chose, mais on est très mobilisé sur ces programmes. Alors justement, vous parlez de programmes. Expliquez-nous un petit peu quels sont-ils. On va pas rentrer dans tout le détail, mais qu'on ait un petit peu une idée de ces programmes. Une illustration. Avec des exemples peut-être, oui, voilà, des illustrations. D'accord. Donc sur nos programmes, donc on a des programmes nationaux et des programmes régionaux de prévention. Donc les 3 grands programmes nationaux, donc qui sont communs à toutes les CARSAT, ce sont le programme TMS Pro, donc qui vise les entreprises identifiées comme ayant beaucoup de problèmes de TMS. Donc pour Alors, les accompagner. Stop. On va les s'arrêter, TMS. Denis. C'est quoi TMS? Expliquez-nous, parce que TMS, moi, je ne sais pas, moi. Je suis dans mon jargon, je vous prie de m'excuser. Bah oui, Denis. Donc, expliquez-moi TMS clairement pour nos auditeurs. Troubles musculo-squelettiques. Donc, ce sont toutes les maladies professionnelles que l'on peut contracter lorsque l'on est exposé, on va dire, à des gestes répétitifs, à des postures. C'est quoi des gestes répétitifs? Donnez-moi des exemples de gestes, des exemples de terrain, parce que c'est pas parlant des gestes répétitifs. C'est quoi? Alors, par exemple, Monsieur Le Borgne qui est là. C'est quoi les gestes répétitifs pour vous, Monsieur Le Borgne? Pour nous, c'est simple. C'est par exemple un maçon sur un chantier qui va utiliser son marteau pendant 2 heures. Donc ça, ce sont des gestes répétitifs. Donc vous avez en plus de ça trouvé une solution miraculeuse avec un marteau d'enfer, j'ai compris. Tout à fait. Ça fait très longtemps qu'on fabrique des outils et dernièrement, ça remonte maintenant à 3 ou 4 ans, nous avons rajouté un volet prévention, si je puis dire, sur le marteau en travaillant sur l'anti-vibration. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes tout à fait en phase avec ce que vient de dire M. Garin. Tout à fait, c'est le combat contre les TMS. Voilà. Maintenant, vous connaissez la définition. Voilà, et vous avez pris un marteau pour ça. Exactement. J'ai bien compris. Voilà, donc je vous ai coupé, mais c'était important quand même cette précision. C'est pas évident, hein, c'est un jargon qui est le vôtre, mais il faut expliquer aux auditeurs de quoi on parle. Alors, TMS, j'ai compris. La suite. Donc juste pour terminer sur TMS, si je puis me permettre, on a aussi les problèmes de port de charge lourde qui entraînent des troubles musculo-squelettiques. Un exemple concret? Par exemple, on va porter, un sac de ciment. Donc là, dans le bâtiment, c'est-à-dire dans les constructions. Voilà. Donc on va demander à quelqu'un de nous porter un sac de... Oui, aussi dans la grande distribution, on va avoir les gens qui font la mise en rayon le matin des supermarchés. Ils vont mettre en place les packs d'eau, les litres de vin. Ça représente des grosses charges sur une période de temps finalement assez courte. D'accord. Et donc on va avoir des gens qui sont exposés, qui vont avoir mal au dos au bout d'un certain temps. Là, j'y vois plus clair. Excusez-moi, mais c'est important. Allons-y, la suite. Ensuite, le deuxième programme prioritaire, c'est un programme de prévention du risque cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc les agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc là, on est sur trois activités et risques. Donc les pressings avec le perchloréthylène, donc qui est un cancérogène, la chaudronnerie avec les fumées de soudage qui sont également cancérogènes, et les fumées de diesel dans les centres de contrôle technique, puisque les fumées de diesel sont également des produits cancérogènes. Donc ça, c'est notre deuxième programme. Et le troisième grand programme national, c'est le programme de prévention des chutes dans le bâtiment, les chutes de hauteur. Qui est un risque, on va dire, ça ne se produit pas très souvent, mais c'est grave, c'est très grave. Et les chutes de plein pied, qui elles sont très courantes, les chutes de plein pied, c'est à peu près 25% des accidents du travail, toute activité confondue. Voilà, donc on a un programme sur les chutes que l'on mène en partenariat avec un certain nombre de partenaires, et notamment l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l'OPP-BTP. D'accord. On aborde sur un autre sujet, je crois, qui sont les actions que vous menez. Je voyais un exemple que vous m'aviez fait passer sur les EHPAD. On fait la transition sur ce sujet-là. Très bien. Donc les EHPAD, effectivement, on a un programme régional. Établissement, hébergement pour personnes âgées dépendantes. Tout à fait. Excusez-moi, on explique bien. On y va. Voilà, donc on a effectivement un programme régional vers cette activité qui, en fait, pourquoi ce programme? Pourquoi a-t-on choisi ce programme? Puisque l'activité EHPAD fait apparaître une forte sinistralité. On constate des indices de fréquence d'accidents très élevés dans ces établissements. Donc c'est pour ça qu'on a ciblé cette activité. Alors c'est-à-dire, c'était des personnes qui tombent, c'est des personnes qui sont donc effectivement en difficulté et qui font des chutes régulières. Alors effectivement, il y a les risques principaux, c'est les chutes, c'est aussi les accidents de manutention, quand on est amené à manutentionner ou à déplacer, ce sera peut-être un peu plus approprié comme terme, à déplacer
des personnes âgées. Voilà. Oui. Et on a également en sinistralité des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques. D'accord, très bien. Voilà, donc on a effectivement un programme sur cette activité. Ça représente à peu près un petit peu moins de 400 établissements en région Midi-Pyrénées. Et donc concrètement, notre programme il consiste à faire la promotion d'outils, d'équipements qui permettent de réduire ces risques, des rails de manutention pour les personnes âgées par exemple, et également de formation pour faire intervenir des personnes formées sur les postes de travail. Pour faire très simple, donc un programme que l'on accompagne par des incitations financières, possibilité de bénéficier d'une aide financière simplifiée pour l'acquisition de matériel, possibilité pour l'entreprise de bénéficier d'un contrat de prévention pour l'accompagner financièrement dans la mise en place d'une démarche et de moyens de prévention. Alors, ça, c'est un premier exemple de votre action. Il y a un deuxième qui est intéressant, vous venez d'en parler rapidement, c'est ce programme national des chutes. Oui. Quelques mots sur ce programme-là que vous mettez en place. Donc là, effectivement, on est sur un programme national qui a été élaboré au niveau national, par la Caisse nationale, mais avec la contribution des caisses régionales et aussi avec la contribution de l'OPPBTP que j'ai cité tout à l'heure. Oui, alors je vais vous arrêter, parce que ça veut dire quoi? Alors l'OPPBTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Voilà. Voilà. Merci. Donc c'est effectivement un organisme qui a une part importante sur la prévention dans ce secteur d'activité. Et donc avec qui on travaille en partenariat. On a signé une convention au plan national que l'on a également déclinée au plan régional. Donc on a signé une convention avec eux. Convention dans laquelle on s'engage conjointement à travailler donc ensemble avec les mêmes outils sur un secteur d'activité ciblé du bâtiment, donc les entreprises de gros œuvres et d'organisation de chantier, de couverture de chaperon de bois, donc des entreprises à forte sinistralité vers lesquelles on va mener une démarche de prévention des chutes de hauteur. De hauteur. Voilà. Donc ça c'est. Alors je lisais rapidement, on va vous donner l'exemple. Vous faites une proposition aux entreprises. Alors, on leur propose effectivement une offre de service. On les accompagne dans leur démarche. Et ce programme, en fait, il a commencé très concrètement en début d'année avec des réunions d'information que l'on a organisées dans toute la région, dans les départements. Donc, réunions d'information que l'on a animées en partenariat, bien sûr, avec l'OPPBTP, mais avec la Directe, le régime social, le RSI et les services de santé au travail qui sont chargés du bâtiment. Et au cours de ces réunions, donc on a présenté effectivement la problématique chute et on a présenté nos offres de services pour accompagner les entreprises. Alors, concrètement, c'est quoi cette offre de service? Vous offrez du matériel, de l'argent? Alors, comment ça se passe? Nous, on propose notamment une aide financière simplifiée qui s'appelle Échafaudage Plus, qui est accessible aux entreprises de moins de 50 salariés, sous certaines conditions, donc les entreprises qui en font la demande. Et cette aide financière, elle leur permet de bénéficier d'une subvention pour l'acquisition d'échafaudages, démontage en sécurité. Ce sont donc des outils que l'on promeut pour réduire le risque de chute et donc améliorer les conditions de travail en hauteur. Bon, tout un programme, on voit, de prévention à votre niveau. Alors, je vais en profiter maintenant pour passer la parole à Monsieur Ginet. Sur sa société, vous êtes donc une société, vous, de fabrication d'outils. Tout à fait. Par rapport à ce qui vient d'être dit, vous êtes tout à fait en ligne avec la prévention, puisque vous avez fabriqué des outils, on va en parler un petit peu, des marteaux et d'autres choses. Comment vous vous situez par rapport à ce travail qui est fait? Vous êtes dans la lignée, en fait, de cette prévention? Exactement. Nous avons, de notre côté, en tant que fabricants, intégré la dimension prévention depuis quelques années. Et je vais resituer quand même la société Le Borgne. Donc nous sommes fabricants d'outils à Jamin, nous sommes basés en Savoie. Bon, l'usine existe depuis 1829, elle a été rachetée il y a 7 ans maintenant par le groupe finlandais Fiskars. Le Borgne reste dans la même organisation qu'il avait auparavant au niveau fabrication. Par contre aujourd'hui c'est une marque. Nos outils sont dédiés aux professionnels du bâtiment et des travaux publics. On travaille principalement sur de la martellerie et des outils qui servent à la construction de bâtiments. La dimension, donc je parlais de prévention tout à l'heure, nous avons intégré donc ce poste-là dès la conception de nos produits. Pour cela, notre bureau d'études travaille en collaboration avec des majors du BTP, des artisans qui sont plus locaux,
et aussi des organismes professionnels tels que l'OPP-BTP. Je ne vais pas faire les définitions, maintenant M. Garnier est au courant. Moi, je voulais juste, là, vous m'avez amené un marteau, je suis curieux. Je voulais essayer de comprendre et faire comprendre aux auditeurs qu'on a un marteau là sur le plateau. Qu'est-ce qu'il a de différent avec un autre marteau? C'est quoi cette histoire de marteau? Qu'est-ce qui fait la différence avec un autre? Alors, il a plus blanc que les autres ou comment ça se passe? Oui, c'est un petit peu ça. Non, surtout, il est moins nocif pour l'utilisateur. En fait, le marteau est toujours composé d'une partie frappante et puis d'un manche. Vaut mieux pour un marteau. Oui, il vaut mieux. Et ici, le fait de réduire la vibration est fait par le fait qu'il y a deux parties. Et quand la vibration est générée lors d'un choc, le fait que ce soit en deux parties, la vibration ici est atténuée de 50%. Grâce à ce montage ici. Donc la partie de vibration qui reste vient mourir dans le manche. Vous validez, Monsieur Marézat? Je vous vois acquiescer là. Ça vous paraît bien son affaire là? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un produit, je pense, excellent. Et comme le disait Monsieur le responsable de l'entreprise, c'est le fait de dissocier ces deux parties qui a permis, je dirais, de réduire ces vibrations, de constituer ce produit en deux parties qui a permis donc d'arriver à ce produit d'excellente qualité sûrement. Tout à fait. Donc en phase totale entre l'organisme CARSAT qui fait de la prévention, qui donne des règles et sur lesquelles vous avez joué le jeu en fait. Exactement. Maintenant, l'étape d'après, ce serait aussi de pouvoir proposer aux compagnons le fait d'avoir des subventions aussi pour qu'ils puissent s'équiper d'outils manuels. En ce moment, il y a des subventions qui existent, donc vous disiez pour les travaux en hauteur. Et nous, on espère, on se dit pourquoi pas pour des outils manuels. On pourrait concevoir une panoplie d'outils qui pourrait rentrer dans ce cadre-là. Donc j'ai bien noté l'info, là vous avez lancé un souhait, donc on va la retenir, peut-être que la CARSAT va la noter. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau, nous avoir fait cette présentation. Plein de bonnes choses pour la suite et continuer à travailler dans cette direction-là. Le travail, c'est la santé. Laurent Garnier. Retour en direct sur ce plateau de Radio Présence au cœur du salon Préventica, aussi ici au Parc des Expositions de Toulouse pour cette deuxième partie d'émission. Autour de moi, les spécialistes de la CARSAT qui viennent nous parler de leur métier et du rôle qu'ils jouent pour la prévention des risques en entreprise. Denis Garin, monsieur prévention au sein de cette grande maison CARSAT. Après nous avoir éclairé un peu sur la mission, parlez-nous un peu de votre équipe parce que j'imagine que vous n'êtes pas tout seul. Non, fort heureusement. Donc on a effectivement une équipe, le service prévention de la CARSAT Midi-Pyrénées, c'est une équipe de 52 personnes, donc composée d'ingénieurs conseils, de contrôleurs de sécurité et d'autres personnels techniques, notamment une documentaliste et administratif. On a une petite particularité, les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité. Donc ce sont des personnes qui ont droit d'entrer dans les entreprises, qui peuvent entrer sans rendez-vous, on va dire. Ils sont issus du secteur marchand, donc ils ont connaissance de l'entreprise, ils sont tous passés en entreprise avec une expérience minimum. Ils sont titulaires d'un agrément, donc, qui a été délivré à l'issue d'une formation que je qualifierais de lourde à leur nouveau métier, puisqu'ils sont issus de l'industrie. Et ils ont prêté serment de ne pas révéler les secrets de fabrication qu'ils seraient amenés à connaître au cours de leurs interventions, puisqu'ils ont droit d'entrer dans les entreprises. Donc voilà très, très rapidement. Voilà des contrôleurs donc, qui peuvent arriver quand ils veulent dans l'entreprise pour faire justement des tests. Ou... Si la situation le nécessite, ils peuvent intervenir spontanément sur un chantier, dans une entreprise. Je dirais plus généralement, et là je pense que Pascal alors justement, c'est très bien, on va parler avec Pascal dans quelques instants. Merci pour cette présentation précise. On va passer avec monsieur Pouponneau, mais avant toute chose, j'ai demandé sur ce salon de faire un petit test micro pour savoir ce que c'était que ce métier de préventeur. Et là, c'est au micro de Noémie. Vous allez voir les réponses et puis on en parle tout de suite après. Je suis curieux, ouais. Un préventeur sécurité, c'est quelqu'un qui, dans une entreprise ou une administration, va mettre en exergue les risques encourus par les agents et donc de ce fait va définir les EPI et les postures adéquates en fonction des différents métiers. Donc aussi bien niveau vêtements que niveau conseil sur les différentes manières de travailler en relation avec les normes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un préventeur? Pas du tout. Qu'est-ce qu'un préventeur?
La mission du préventeur, c'est justement d'être bien en amont dans une activité pour prévenir les risques et d'avoir, ça fait un petit peu un pléonasme, mais d'avoir justement une action de prévention que plutôt une action préventive en termes de santé-sécurité dans une activité. Voilà. Vous avez tout entendu là. Alors c'est quoi exactement? Donnez-nous une vraie définition. Ce mot préventeur, je ne l'ai pas trouvé moi dans le Larousse. Bon, en fait, dans ce qui a été dit, il y a pas mal de choses qui sont vraies. Hein. C'est-à-dire que oui, le préventeur, c'est une personne qui peut intervenir dans l'entreprise. Il est là pour accompagner le chef d'entreprise dans la prévention des risques. Alors nous, en tant qu'assureur social, on a une prévention qui est un petit peu particulière. On intervient dans l'entreprise pour réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'objectif, évidemment, c'est qu'il y ait moins d'accidents et que le taux de cotisation pour l'entreprise à payer soit moins cher, et aussi au niveau humain, qu'il y ait moins de coûts humains, évidemment, qu'il y ait moins de personnes blessées. Alors, un petit peu plus concret là. Comment ça se passe? Vous allez chez l'entreprise, vous leur dites c'est comme ça qu'il faut faire et c'est tout? Alors le premier point, il s'agit de convaincre le chef d'entreprise. Comment vous y prenez alors? Comment je m'y prends? Poussez la porte, je veux voir le chef d'entreprise. On entendait tout à l'heure, voilà, on peut intervenir quand on veut. Oui, on peut intervenir, on peut aller faire par exemple des contrôles sur chantier, sur le risque de chute de hauteur. On parlait de chute de hauteur tout à l'heure. Et on peut intervenir aussi lorsqu'il y a eu un accident du travail pour aider l'entreprise à analyser l'accident et à trouver des solutions de prévention. Moi j'ai un exemple d'ailleurs dans le BTP où suite à un accident grave, j'ai un chef d'équipe qui est tombé de 8 mètres et malheureusement il a perdu l'usage des 2 jambes. Alors, quand je suis intervenu dans l'entreprise, évidemment il y avait un traumatisme, mais le chef d'entreprise a été désarmé, il ne trouvait pas les solutions pour avancer sur le sujet parce qu'il voyait l'accident lui comme une fatalité, c'est-à-dire que la faute n'a pas de chance. Alors que dans la réalité, je l'ai aidé à rechercher les causes de l'accident. Donc il s'est trouvé que les équipements de protection n'étaient pas forcément adéquats, que les personnels n'étaient pas formés, qu'au niveau de l'organisation du chantier, l'équipement n'était pas arrivé au bon moment et donc les salariés se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient. Et donc dans l'accompagnement, je l'ai aussi aidé donc financièrement et techniquement à trouver des solutions et à financer ces solutions pour améliorer la sécurité de l'entreprise. C'est quand même le nerf de la guerre. Vous avez sorti, on en parlera tout à l'heure, mais c'est avec Didier, mais c'est vrai que c'est une question d'argent quelque part. Souvent, ce qu'on entend de la part des entreprises, c'est comment faire pour financer toutes ces normes et qui sont installées. C'est vrai que c'est un autre débat, mais ça pose quand même un problème aussi. On est dans le débat parce que dans les enjeux pour l'entreprise, il y a à la fois les enjeux financiers, il y a aussi les enjeux juridiques, parce que moi, dans le cas qui était l'exemple que je viens de vous présenter, le chef d'entreprise a été mis en cause, a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 2500 € d'amende. D'accord. Les enjeux sont à la fois juridiques et financiers, puisque derrière, effectivement, pour l'inciter à mettre en œuvre et à acheter des équipements pour protéger ses salariés, nous, on l'a aidé. Évidemment, on attend un retour sur investissement en tant qu'assureur, de toute façon, qu'il y ait moins d'accidents et qu'il y a moins de coûts liés aux accidents du travail. Alors, justement, on a avec nous, à côté de vous, Pascal, on va passer le micro à Stéphane Beauchemin, qui lui est aussi dans la prévention. C'est pas la même chose de ce qu'on vient de voir, mais c'est dans le décibel. Donc on est plutôt dans l'action. Voilà, c'est-à-dire on passe juste après le préventeur pour proposer donc nos services en termes d'études, conception et réalisation dans le domaine de l'acoustique industrielle et tertiaire. Donc votre nom d'entreprise, c'est Décibel. Décibel France. Donc en fait, c'est pour faire plein de bruit. Non, c'est pour réduire le bruit. Ah voilà, donc je voulais comprendre exactement. Tout à fait. Donc nous, en fait, on vient directement après le préventeur. Monsieur parlait des risques encourus par les industriels ou par les employés qui sont soumis à l'exposition sonore au-delà de la réglementation. Notre métier, c'est de les aider à se mettre en conformité avec cette réglementation. Donc limiter les risques, limiter l'exposition sonore des travailleurs, c'est aussi éviter de payer des cotisations supplémentaires et se mettre en conformité. Alors, un petit exemple concret, que ça soit parlant pour les auditeurs de ce que vous faites. Par exemple, vous avez un poste de travail de découpe de profilés bruyants qui va engendrer pour l'opérateur une nuisance sonore, mais qui va aussi engendrer une nuisance pour l'environnement dans l'atelier. Le plus contraignant n'est pas celui qui va travailler sur la machine, puisque lui est souvent très protégé avec ce qu'on appelle des protections auditives, sauf que les gens qui travaillent autour de cette personne ne sont la plupart du temps pas protégés. Parce lui, il a un casque et pas les autres. Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas leur poste de travail. Notre métier, c'est d'aller travailler la source pour protéger l'opérateur, mais aussi pour protéger son environnement sonore.
D'accord. Avec des capotages, avec des traitements acoustiques et surtout de donner un engagement de résultat aux clients. Pascal ? Oui, ce que je voulais rajouter, effectivement, c'est qu'en termes de solutions de prévention, on a eu un peu toute la gamme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la protection individuelle, qui va être la protection pour le salarié, mais c'est de loin la moins efficace. Il vaut mieux proposer ce que propose l'entreprise, c'est-à-dire des solutions collectives, où en allant directement travailler à la source, c'est-à-dire réduire le bruit directement au niveau de la machine qui émet ce bruit, de façon à ce que l'ensemble des salariés ne soient plus exposés. Donc tous les deux, vous êtes, je dirais, en osmose là, sur cette action-là. Très complémentaire. Donc vous, concrètement, Décibel, quels sont les grands axes que vous travaillez, qu'on soit sur des entreprises, vous en avez sur la région avec qui vous travaillez, des réalisations que vous avez faites? Bien sûr, des gens comme Microturbo, des gens comme Latécoère, des gens comme Colliège Métalco, pour qui on a réalisé alors c'est une double protection, c'était protéger les salariés et aussi protéger l'environnement sonore par rapport au La problématique, c'était laquelle exactement? C'était des captations de matière qui traversaient tout l'atelier, donc traitement des gaines, encofrement des machines, ce qui fait que les opérateurs, quand ils passent à côté des machines bruyantes, ne les entendent quasiment plus. Donc ils sont soustraits à l'exposition sonore. Je reviens à vous, Pascal. Moi, dans la prévention, je pensais que c'était avant l'accident, en fait. Là, vous m'avez parlé d'une prévention, mais une fois que l'accident était réalisé, c'est un petit peu délicat, qu'en fait. C'est arrivé une fois que c'est fait, quoi. On intervient au moment, dans la vie de l'entreprise. Alors, la vie de l'entreprise, il y a des accidents, il y en a, et malheureusement, il y en aura toujours. C'est-à-dire qu'on est là pour réduire les risques. Il n'y aura pas de risque zéro. Le risque zéro, ça va être difficile. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'intervention, on va être aussi force de proposition. Donc, par exemple, on va aller vers des métiers qui sont connus pour avoir des risques qui sont définis, et on va proposer des solutions. Donc, par exemple, on a des solutions avec des aides financières. Donc, par exemple, pour les aides financières qui sont proposées pour les petites entreprises, on a parlé tout à l'heure de l'aide échafaudage, donc pour s'équiper en échafaudage, démontage en sécurité pour le bâtiment. Mais on a aussi pour les pressings des aides pour acheter des équipements qui vont laver à l'eau plutôt que de laver avec du perchloréthylène. Oui, un produit nocif, on va dire, très dangereux. Pour le public, c'est plus parlant. On a les centres de contrôle technique où les salariés, eux, sont exposés aux fumées de gasoil. Donc là, on va proposer une aide financière pour capter ces fumées, de façon à ce que les salariés ne le respirent pas. Sur d'autres métiers, on a aussi, donc sur le transport routier, on va avoir des aides spécifiques avec du matériel qui va aider à la manutention, des transpalettes électriques, etc. Donc tout ça, on peut l'expliquer aux personnes qui vont venir sur notre stand aujourd'hui, parce que on présente l'offre de service. Sur le stand, donc tout à fait. On invite vos auditeurs en fait, à venir montrer nous voir. que vous êtes quelqu'un de gentil et pas de méchant. Vous n'êtes pas un contrôleur, mais un préventeur, ce qui n'est pas la même chose, si j'ai bien compris. Donc vous êtes là pour accompagner, aider, et puis montrer que il faut suivre quand même certaines normes pour la sécurité et la santé des salariés de l'entreprise. Oui, tout à fait. On est là pour accompagner. Bien souvent, le chef d'entreprise se trouve désemparé face à des situations pour lesquelles il ne trouve pas de solution. Donc on est là à la fois pour l'aider techniquement sur des points où on peut d'ailleurs faire intervenir notre centre de mesures physiques ou notre laboratoire de chimie qui peut faire des mesures de polluants dans l'air. Donc on va parler des poussières de bois, d'identifier des produits cancérigènes, mais aussi mesurer des vibrations, mesurer du bruit. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que votre métier, ça vous passionne et qu'on pourrait vous faire parler encore des heures entières. Monsieur Beauchemin, merci d'être venu nous voir, d'avoir fait ce beau témoignage et qui peuvent donner des idées à d'autres de venir vous voir. Vous êtes aussi sur le stand, je crois. On est sur le stand J01. Voilà, le stand Décibel. Voilà. Donc, allez tous voir ce monsieur qui vous parlera de tout ça. Merci à vous. Pascal, merci. Merci à vous. Pascal, merci. On va donner un petit mot de conclusion à Denis, parce que je crois que Denis, il a malheureusement, ou heureusement, d'autres engagements par ailleurs. Il doit aller animer une conférence. Donc Denis, petit lien, puisqu'on va parler quand même d'après ce que j'ai compris dans la suite de cette émission, tarification avec Didier, cette petite liaison entre les deux. Voilà, donc entre la prévention et la tarification. Donc effectivement, on est dans la même branche. Le lien, on peut peut-être le résumer à deux éléments. Le premier, c'est qu'au niveau de la prévention, notre objectif, c'est de faire réduire les risques dans les entreprises, donc les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Donc en menant notre action, en tout cas, c'est notre objectif. On fait baisser la sinistralité et donc ça doit se voir dans les taux de cotisation. Donc ça, c'est peut-être le premier lien. Si je résume bien, moins il y a d'accidents et moins c'est cher. Et moins c'est cher pour l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise a intérêt à s'équiper, à faire attention à ses salariés, et moins elle a d'accidents, moins elle a des bons points, comme on dit, et à ce moment-là, on lui donne, on a une assurance. C'est comme en voiture, moins vous avez d'accidents et votre assurance théoriquement est moins chère.
Oui, c'est ça. Bon, On pour résumer, pour simplifier, c'est ça. Il y a moins de coûts, donc moins de cotisations. Ça, c'est le premier élément. Et dans nos dispositifs d'incitation financière, on a possibilité de majorer une cotisation quand on constate un risque exceptionnel après l'avis des partenaires sociaux, ou de minorer la cotisation, donc de faire une remise sur la cotisation. Et là, effectivement, le service tarification va intervenir, puisqu'on va notifier un nouveau taux de cotisation à l'entreprise. On va en parler avec Didier. Ça arrive souvent, ça, qu'on minore Ça arrive souvent qu'on minore? Qu'on minore, ça se produit quand même au moins tous les ans. C'est quelques cas. C'est pas, effectivement, c'est pas très important. Donc il y a encore du boulot, quoi. Voilà. Et les majorations, c'est pareil. On n'en fait pas beaucoup. C'est pas l'objectif. C'est pas de faire des majorations de cotisation. C'est plutôt d'emmener l'entreprise dans une démarche de prévention. Didier, en tout cas, merci de votre aide et de cette émission. Ça a été un plaisir de travailler avec vous et puis surtout de nous expliquer un petit peu tout ça. On va passer dans la troisième partie de cette émission sur les tarifications avec Didier à mes côtés. On va rentrer un peu dans le détail. Travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Laurent Garnier. Retour sur ce plateau de Radio Présence pour les auditeurs qui nous rejoignent. Nous sommes en direct au cœur du salon Préventica, ici au Parc des Expositions de Toulouse. Autour de moi, les spécialistes de la CARSAT qui viennent nous parler de leur métier et du rôle qu'ils jouent dans la prévention des risques en entreprise. Nous venons de le voir pendant cette première partie d'émission avec Denis Garin sur les actions de prévention que la CARSAT a mis en place. Pascal Pouponneau, qui à l'instant nous a fait découvrir le métier de préventeur. Et nous allons maintenant, en compagnie de Didier Manresa, parler de tarification. Alors, c'est pas le plus facile, mais Didier, il va vous expliquer un peu ce qu'il fait. Alors, c'est un monsieur qui est obligé de passer par là. Il a un côté, il me l'a dit, il a un côté, oui, sympathique, mais un côté obligatoire. Donc, Didier, parlez-nous un peu de ce métier d'inspecteur. C'est difficile quand même. Oui, c'est un petit peu lourd, je dirais, à porter. Bon. Mais enfin, ça ne réduit pas le côté humain, l'échange que l'on a avec les entreprises. Mais je voudrais, avant de parler proprement du métier d'inspecteur, revenir un petit peu sur le lien entre ces deux services, prévention et tarification des accidents de travail. Ces deux services, je dirais, sont complémentaires et liés, tout simplement parce que leur mission, qui repose sur la couverture des risques professionnels et l'établissement du taux de cotisation accidents de travail et maladies professionnelles des quelques 98 000 établissements de la région Midi-Pyrénées, repose sur un double compromis. Il faut certes réparer, et ça c'est la couverture et la réparation des accidents de travail pour les assurés sociaux, mais il faut également, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut mettre en place des politiques de prévention de sorte à réduire le risque et à faire en sorte que le taux soit moins prégnant pour les entreprises. Donc le taux, on va mettre en place un système de variables qui va permettre de faire varier le taux en fonction du niveau de sinistralité de l'entreprise. Donc voilà sur quoi repose les missions de la CARSAT. D'une part, prévenir, d'autre part, tarifer, mais faire en sorte que ces deux éléments soient complémentaires et contribuent à une bonne gestion de l'assurance risque professionnel. Si ce n'est pas aux normes, en fait, vous arrivez et vous dites, attendez, c'est l'amende. Alors, disons que le métier de la norme, c'est plus le métier de la prévention. Je dirais que moi, je suis là plutôt pour identifier les activités, voire les activités qui sont développées au sein de chaque unité, de sorte à définir, je dirais, une classification et à établir les éléments qui permettent d'aboutir à un taux de cotisation accident de travail. Je ne suis pas tout à fait sur la norme, je suis sur les éléments identifiables et les activités développées au sein de l'entreprise. Je suis sur le risque réel de l'entreprise, je dirais, fonction de l'activité et des activités des salariés. Un petit exemple concret, quel est votre rôle? Vous arrivez alors à la suite du préventeur, hein, je pense que c'est ça Pascal, il vient derrière vous lui? Non, c'est pas forcément dans l'ordre, mais par contre c'est vrai que le métier de Didier il est vraiment essentiel pour la prévention. Parce que si l'entreprise a le bon taux de cotisation, ça va l'inciter à faire des efforts pour réduire son niveau de risque et avoir moins de taux de cotisation à payer. Donc ce taux est incitatif. Plus l'entreprise va faire des efforts, moins elle va payer. Donc on a besoin d'inspecteurs qui interviennent pour alors ça se passe comment entre vous deux concrètement? Vous faites de la prévention, vous dites qu'il faut faire ceci, cela, et Didier il arrive, vous n'avez pas fait ça, donc ça va vous coûter tant. Je résume, mais est-ce que ça pourrait être ça? Voilà, disons que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Le taux de cotisation, je ne vais pas rentrer dans l'explication du taux de cotisation accident de travail, maladie professionnelle, tout simplement parce que c'est vraiment assez technique. Mais disons que toute entreprise a une vie, hein. Elle se crée, il
il y a des fusions, il y a des scissions, il y a des cessations d'activité, il y a des changements d'activité. Et nous, on est là pour accompagner l'entreprise dans l'adaptation du taux de cotisation et la définition du taux de cotisation qui sera fonction de la nouvelle activité, de la nouvelle structure. S'il y a une fusion, il y a des éléments qui vont rentrer en ligne de compte pour définir le taux de cotisation. Il y a un ensemble de paramètres qui doivent être pris en compte. Donc on va définir en relation avec l'entreprise, à partir des éléments que va nous fournir l'entreprise et de la visite au sein de l'entreprise, la visite technique, la définition de l'activité, les différents postes de travail. On va définir le niveau de risque au sein de l'entreprise et on tiendra compte également de la sinistralité passée de l'entreprise, c'est-à-dire que la tarification, elle repose sur des éléments statistiques et donc sur des éléments historisés. Alors, donc l'ensemble de ces éléments vont permettre de concourir à la définition du taux. Je suis chef d'entreprise, tout jeune chef d'entreprise, je monte une société dans le bâtiment, j'ai déjà plein de frais parce qu'il faut monter cette structure, il y a des frais divers et variés. Ma démarche c'est quoi? Je viens vers vous, je vais avoir un préventeur, je fais quoi? Alors la démarche, je dirais, elle est double. Elle est tout d'abord d'identifier le taux de cotisation qui pourrait être applicable à cette structure. Donc dans un premier temps, elle va venir demander des informations et des conseils auprès du service tarification. C'est-à-dire, venez auprès de moi, je peux prendre rendez-vous avec vous, je développe telle activité, quel est le taux de cotisation correspondant. Et ensuite, dans un deuxième temps, elle fera appel au service de Pascal pour développer la politique de prévention dont il peut parler également. Donc effectivement, pour une petite entreprise du BTP, comme on te l'a dit tout à l'heure, il pourra utiliser l'aide financière et échafaudage. Il y a aussi, alors, si c'est une entreprise de TP, elle sera intéressée par notre aide financière concernant les blindages, c'est-à-dire les protections lorsqu'on fait des tranchées pour ne pas être enseveli. Oui. Donc qui sont destinés pour les petites entreprises. Donc elle a intérêt, l'entreprise, à prendre contact avec vous tout de suite, oui, à venir voilà, vous voir et à faire un point tout avant de se lancer, bien sûr. Oui, voilà. Et on pourra l'aider aussi pour faire l'évaluation des risques dans l'entreprise, c'est-à-dire définir quels sont ces risques prioritaires. On a de la documentation spécifique sur le site, d'ailleurs qui est produite par l'INRS. On va en parler tout à l'heure. Il nous a rejoint à l'instant, Patrick Lenné. On parlera de l'INRS tout à l'heure, mais je crois qu'effectivement, il va avoir des choses à nous dire. Moi, ce qui était intéressant de savoir, c'est pour pas faire peur aux entreprises, c'est de leur dire que vous êtes là. Bien évidemment, vous avez un rôle parce que vous appliquez finalement des normes de loi, mais que quelque part, vous êtes aussi là pour les accompagner, les aider. En fait, l'objectif pour tout le monde, c'est que ça se passe bien avec les salariés, qu'il y ait le moins d'accidents possible. Oui, j'en ai pas parlé, mais on a aussi un service formation qui peut proposer des formations pour les chefs d'entreprise ou pour ses salariés. Donc sur différents thèmes, on a un catalogue qui est en ligne sur notre site carsat-mp.fr sur lequel on va retrouver toutes les aides financières et tous les risques qui sont définis selon les priorités nationales. Alors, j'ai envie de revenir quelques instants. Quand ça se passe bien, ça va, mais ça ne doit pas toujours être facile comme boulot, ça, Didier, d'aller dans l'entreprise en disant vous n'avez pas fait ça comme il faut et derrière, il y a la sanction. Oui, c'est comme toute activité dans la société. On trouve des situations qui sont plus compliquées. Alors des situations plus difficiles, et ça peut se comprendre aussi parce que la situation économique n'est pas toujours évidente pour les entreprises. Il y a une vraie réticence quand même à ce genre de choses, vous le ressentez dans l'entreprise? Non, on ne peut pas dire qu'il y ait une vraie réticence. Il peut y avoir des situations délicates et difficiles, mais on ne peut pas dire que c'est la majorité des cas. D'accord. Il y a quand même de notre part également une volonté d'explication, de conseil auprès de l'entreprise. On n'arrive pas dans l'entreprise comme ça sans préalablement l'avoir informé, je dirais, quand même. Une question de bon sens et de correction vis-à-vis des entreprises. On va à leur rencontre, je dirais, pour essayer de faire un chemin ensemble sur le plan des éléments de prévention et de tarification et définir ensemble le taux de cotisation, je dirais, qui s'applique à la société. Parce qu'il y a un double enjeu là derrière. Derrière ces éléments-là, il y a certes un intérêt économique pour l'entreprise, mais il y a également une garantie pour les salariés. C'est-à-dire que les salariés, et l'entreprise en l'occurrence, qui assure la couverture du risque, doit cotiser pour le risque qu'elle fait encourir à ses salariés. Donc il y a des entreprises qui sont assez soucieuses de cette partie-là. Il y a un double enjeu, un enjeu économique, c'est une charge, mais il y a également un enjeu social qui est l'assurance des risques professionnels et la couverture des salariés. Après, il y a ces fameuses normes qu'on peut discuter jusqu'où on va, mais c'est un autre débat parce qu'effectivement, c'est des engagements financiers importants et c'est vrai que c'est pas simple pour les chefs d'entreprise aussi de faire face à toutes ces normes qui arrivent et qui se rajoutent et se rajoutent quand on a déjà à faire tourner une société. Tout à fait. On est tout à fait conscient de cet élément-là. La tarification n'est pas forcément un souci permanent pour les entreprises et on en a tout à fait conscience.
Parce qu'il y a un vous le ensemble... ressentez, vous, dans l'entreprise, quand vous allez les voir, un peu que ça tire un peu quand même? Tout à fait. Il arrive parfois que des situations soient assez délicates à gérer. Donc il est nécessaire dans ces cas-là de mettre en place une information, d'expliquer à l'entreprise, de faire adhérer l'entreprise, de lui expliquer le bon sens de la chose. Mais c'est parfois assez délicat. Donc, vous devez être un bon pédagogue alors? Beaucoup de psychologie. Il y a un côté pédagogique, je dirais, il y a un conseil, il y a un contrôle, un rôle de contrôle, un rôle de conseil, mais on ne peut pas mettre à part l'humain et le relationnel qui doit intervenir dans toute action dans les entreprises. Donc ce que je vais dire sur ce qu'on vient de voir tous ensemble, c'est que déjà vous êtes des gens abordables, vous êtes là sur le salon, que la CARSAT est disposée, donc si les chefs d'entreprise qui nous entendent, qui se posent encore des questions, peuvent venir vous voir ou prendre contact avec la CARSAT et vous rencontrer. En tout cas, moi j'ai passé un temps super avec vous deux, j'ai appris plein de choses et puis vous êtes des gens sympathiques, donc je veux rassurer les chefs d'entreprise qui nous écoutent. En tout cas, n'hésitez pas à venir les voir, ils vont vous parler de leur métier. On parlait de choses importantes, c'est des contrôles. Alors il y a un monsieur qui est à côté de moi et qui vient d'arriver, qui est Patrick Laine, qui s'occupe qui est au sein de l'INRS et qui va nous parler un petit peu de ce métier-là et présenter un peu cette structure. L'INRS, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, Patrick? Bonjour. Bonjour. Alors l'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité. C'est une entreprise, un organisme qui emploie 600 personnes, qui travaille dans le domaine de la prévention des risques professionnels et qui a un conseil d'administration constitué des partenaires sociaux. Alors vous êtes un contrôleur? Alors non, on ne fait pas de contrôle. L'INRS est en fait l'acteur référent en prévention du risque professionnel au sein du réseau des CARSAT. On a différentes missions. Les 3 missions de l'INRS, pour résumer, la première, c'est identifier les risques professionnels et mettre en évidence les dangers dans l'entreprise. La deuxième mission, c'est d'analyser la conséquence de ces risques sur la santé et la sécurité de l'homme au travail. Et puis la troisième mission, c'est de développer et promouvoir les moyens de maîtriser ces risques au sein des entreprises. Vous travaillez en collaboration avec les CARSAT, avec les entreprises, vous donnez un label, comment ça se passe? Alors il y a un lien très très fort entre l'INRS et les CARSAT. D'une part parce qu'on fait partie du même réseau, d'autre part parce qu'on est en lien permanent. Dans le travail que l'on effectue sur la connaissance des risques, et après dans le transfert de cette connaissance vers les préventeurs que sont le personnel des CARSAT, mais aussi vers les entreprises, l'INRS a un rôle important à jouer. Si j'essaie de joindre vos deux métiers, l'INRS va donner des idées, des conseils, c'est ça, et vous, quelque part, financièrement, ou c'est vous, Pascal, qui allez appliquer ça ou qui allez faire passer le message? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a un sujet, par exemple sur une entreprise, un sujet technique sur lequel on va être pris au dépourvu. On va solliciter l'INRS qui a une capacité avec des ingénieurs techniques sur différents risques, différents métiers. Ils vont pouvoir intervenir et nous aider et nous soutenir pour trouver des solutions et donc au final aider l'entreprise et réduire l'exposition des salariés au risque. Oui, tout à fait. On a une activité études et recherche qui est importante avec 25 laboratoires. Et ça nous permet d'approfondir la connaissance de ces risques, d'approfondir la connaissance de l'effet de ces risques sur la santé et de définir des mesures de prévention. Et ça, c'est important pour que les contrôleurs, les préventeurs de terrain puissent après utiliser ces connaissances. Eh bien, messieurs, merci pour toutes ces explications. Je crois que c'est clair. Ça a été une dernière chose. Oui, un élément. L'INRS produit beaucoup de ressources, plus de 2000 ressources aujourd'hui sous forme de papier, mais aussi de numérique. Et toutes ces ressources sont disponibles sur le site de l'INRS. Tout à fait. www.inrs.fr. Alors, les chefs d'entreprise, allez voir cette adresse. Il y a plein d'informations. N'hésitez pas. En tout cas, j'ai passé une heure très agréable avec vous tous. J'ai appris plein de choses. Et j'espère que les chefs d'entreprise et les auditeurs qui ont écouté cette émission aussi. Cette émission donc se termine. Je vous donne rendez-vous mois prochain, le mercredi 2 juillet, pour un bilan de ce salon Préventica que l'on fera et un retour encore sur la prévention de ces risques avec, j'espère, des témoignages de dirigeants. On reviendra un petit peu sur tout ça. Messieurs, merci de votre participation. Merci à la CARSAT aussi pour nous avoir accueillis sur son stand et avoir passé ce temps avec vous au cœur de ce salon Préventica. C'était une émission de Radio Présence produite par Laurent Garnier et réalisée par Francky Guéret. Merci à tous et à bientôt. Beaucoup de psychologie. Il y a un côté pédagogique. Moi, je voulais juste vous propose une nouvelle édition de son émission. Je vais y arriver, Didier, qui lui est inspecteur.